S'il y a des préoccupations, des incompréhensions, on peut les prendre rapidement de manière à réfléchir dessus et à éclaircir minimalement les uns et les autres sur les éventuels soucis, les éventuelles incompréhensions qu'il y a eu concernant cet enseignement. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur l'équilibre contractuel et j'introduisais en évoquant les différents mécanismes qui peuvent être mobilisés, soit pour traiter cette maladie-là, soit pour la prévenir, parce que résolument, c'était quelque chose qui frappait le contrat et qui ne permettait pas au contrat de parfois survivre lorsque les difficultés étaient devenues difficiles ou simplement onéreuses pour l'une ou l'autre partie. Mais, prof, je vais peut-être donner le coup d'envoi là. Je donne le Oui, coup d'envoi de allez-y. la discussion. On n'a peut-être pas commencé le cours, mais parce que c'est un thème quand même c'est quand même un thème qui m'est cher là, l'équilibre des contrats et l'observation que je fais sur tous les problèmes, la majorité des problèmes que nous avons avec les contrats miniers en Afrique aujourd'hui, qui tiennent des déséquilibres, mais des déséquilibres à l'origine même de ces contrats. Bonjour, Alors, professeur, et bonjour à tous. Je viens de vous rejoindre. bonjour, monsieur le bâtonnier, bienvenue. Bonjour, professeur. Merci beaucoup. Merci. Alors, professeur, je disais, je prenais deux exemples. Je peux prendre deux exemples. Alors, si je prends le contrat minier entre Barrick Gold et le Mali, le dernier différent entre ces deux pays-là, ou le différent actuel entre le Niger et la France au sujet de l'uranium. On voit que dans ces deux cas de figure, on est en présence de mauvais contrats, des contrats déséquilibrés à l'origine. Oui, Alors, professeur. Oui, voilà. allez-y, terminez. Alors, donc, Allez-y, des contrats terminez. qui, à l'origine, sont déséquilibrés à l'origine avec toutes sortes de formulations juridiques. On, on les protège, mais ça finit par nous rebondir comme ça se passe aujourd'hui. Ça finit par dégénérer. Effectivement, euh, tout cela n'est que la conséquence d'un postulat qu'on va essayer de parcourir. Parce que la nature ou la stature de l'État au départ du contrat fait que ce dernier est puissant, il est souverain. Ce sont ses terres, ce sont ses juges, ce sont ses négociateurs, euh, c'est son territoire. Et donc, le législateur, de par le pouvoir législatif, euh, essaye en quelque sorte de rassurer l'opérateur. Et ces mécanismes-là, qu'on va appeler les mécanismes d'attractivité de l'investissement, vont être en réalité injectés dans la loi et vont être intégrés dans le contrat. Ces mécanismes font passer l'État de superpuissant État régalien souverain à un co-contractant lambda, un peu comme une personne qui se déshabille, qui abandonne ses prérogatives de puissance publique qu'on a vues préalablement et qui se présente à la relation contractuelle pour pouvoir épouser l'autre partie faible, parce qu'elle est faible, elle vient de loin. Et dans cette mécanique-là d'offrande ou bien d'équilibre, de recherche de l'équilibre, il y a généralement une certaine manifestation poussée
d'une volonté de rééquilibrer tel et si bien que, à l'arrivée, pour une situation où, au départ, lors de la négociation, l'État va être dans une situation où il a ses attributs. À l'arrivée, parce qu'il veut plaire, il veut forcément signer le contrat, il va abandonner un certain nombre d'éléments et peut se présenter euh, à l'arrivée après la signature du contrat comme étant la partie faible parce que plusieurs éléments vont expliquer ce postulat. Il y a cette volonté d'attractivité. On a par exemple des États qui n'ont véritablement pas une fiscalité aussi, comment le dire, aussi imposante que ça. On a peut-être des procédures au moment de la création de la société qui vont être réaménagées de manière à faciliter en réalité, en termes de célérité, la création d'une société. Il peut aussi s'ajouter des éléments qui ne sont pas la cause du législateur, c'est peut-être le manque de formation des personnels affectés à la négociation, à la discussion des différents accords. Et un autre élément pervers peut justifier cela, la compétence peut-être et la corruption morale qui s'agit, qui agit dans la relation lors de la formation du contrat. À l'arrivée, on part d'un postulat où l'État est puissant. Il essaye de pacifier le contrat en abandonnant certains éléments de cette puissance-là et d'autres éléments comme cela, des contraintes vont s'ajouter. À l'arrivée, l'État peut se retrouver avec un contrat où il est la partie faible et parfois il ne s'en rend pas compte tout de suite. C'est peut-être avec le temps que cela est visible. La faiblesse qui caractérise l'État dans sa posture dans le contrat peut se manifester par un manque donc de compétences et donc une absence d'anticipation sur l'effet que le temps a sur le contrat extractif. Cet effet-là, parce qu'il y a des événements qui vont survenir, des circonstances imprévues, nouvelles, extérieures parfois à la relation contractuelle qui vont frapper le contrat, influencer le contrat dans son environnement et à l'arrivée, l'État n'ayant pas prévu ces imprévus va se retrouver dans une situation de faiblesse. Ça va être une crise économique qui est plus ou moins proche de cet état-là. Ça va être un embargo, ça va être une guerre, ça va être des événements climatiques qui vont frapper soit des pays qui sont des fournisseurs de cet état, soit qui sont peut-être, je ne sais pas, des clients de la ressource issue de cet état et automatiquement, il y a ces éléments-là vont influencer sur soit l'approvisionnement en termes de matériaux, soit l'approvisionnement en termes de produits, de ressources, soit l'approvisionnement en termes même d'intrants qui rentrent dans les process de l'activité. Ces éléments-là peuvent être prévus. Maintenant, face à ce déséquilibre-là, comment il se matérialise? Comment le déséquilibre se matérialise? Comment on gère l'imprévu? Parce que, à la vérité, l'imprévu, en fait, peut également être quelque chose que les parties peuvent gérer à l'avantage de l'opérateur qui arrive. Il y a des changements de gouvernement, il y a le fait du prince, il y a des coups d'État, il y a un bon nombre d'éléments qui peuvent survenir dans l'état d'accueil, l'aléa politique, qui peut donner également lieu à un aléa peut-être social, environnemental, climatique, qui peut être géré. Et les modulations contractuelles prévues pour gérer ces aléas-là vont être, par exemple, la neutralisation de la volonté législative avec le gel
du pouvoir législatif et de sa capacité à influencer le contrat dans son exécution. On va donc geler le pouvoir normatif de l'État d'accueil à travers une clause de soit d'intangibilité qu'on va intégrer dans le contrat, soit de stabilisation rigide. Stabilisation rigide et donc la clause va s'appliquer entièrement à la relation contractuelle. Ça, c'est l'habit que l'État enlève pour que l'opérateur ait confiance. Il se trouve qu'en enlevant cet habit-là, il se retrouve fragilisé parfois lorsqu'il ne l'a pas bien fait. Euh, Lorsque des effets vont frapper le contrat, des effets postérieurs, des événements et autres, l'État va se retrouver dans l'incapacité de réajuster le contrat parce qu'il a abandonné ce pouvoir-là. Et la raison pour laquelle il a abandonné, c'est qu'il voulait rassurer l'opérateur que quelques changements de gouvernement, quelques événements postérieurs n'auraient aucun impact sur votre relation contractuelle ou sur notre relation contractuelle. Donc, cet effet recherché-là va produire un effet induit qui est pervers relativement à la clause de stabilisation. La clause de stabilisation ici va donc commencer à faire son travail. Et cette clause-là, faisant son travail, va neutraliser en réalité un certain nombre d'éléments qui, dans l'organisation normale d'un État, ne devraient jamais être neutralisés. L'État va se retrouver, par exemple, dans une certaine incapacité à réajuster les préoccupations tenant aux droits de l'homme, à l'environnement, à la société. On changerait le code du travail que cela ne toucherait pas le contrat. On va peut-être, en réalité, l'État va être parti d'une nouvelle convention sur les droits de l'homme, que cette convention-là ne va pas toucher le contrat, parce que l'État a accepté l'accord des parties, que véritablement tout ce qui est postérieur et auquel j'adhère ne va pas toucher le contrat. Mais il peut y avoir deux postulats en termes de hiérarchie. D'aucuns peuvent dire que ça ne va pas se discuter puisque la volonté contractuelle ne pourrait être au-dessus d'un engagement conventionnel, parce que la convention est même au-dessus de la loi. L'État va adopter de nouveaux impôts, un code général des impôts qui change chaque année dans sa partie législative avec la loi des finances, ne va pas toucher le contrat. Donc, il y a un certain nombre d'engagements, de modulations qui ne vont pas toucher le contrat parce qu'il y a cet effet pervers-là. Et le contrat va donc être à l'arrivée neutralisé, gelé. Et seules les dispositions postérieures à la signature de ce dernier vont être en vigueur. À cela va s'ajouter quelque chose que l'État a l'habitude de faire au nom de la protection en réalité du secret des accords. L'État va rendre confidentiels les engagements, ces engagements vis-à-vis de l'opérateur. Et ces engagements-là, lorsqu'ils sont confidentiels, ne permettent véritablement pas à la société, à toute personne intéressée, d'avoir le minimum d'informations qu'on puisse avoir sur ce contrat. Alors qu'à la vérité, ce sont peut-être les données financièrement sensibles qui pourraient être simplement flottées, non divulguées, et les autres données, les autres éléments devraient être donnés de manière à permettre à ceux qui sont censés, ceux qui ont la charge de contrôler le contrat, de suivre son exécution, de pouvoir faire leur travail. Il y a également la gestion de l'imprévu en réalité qui peut être faite par la prévention des circonstances imprévues.
On va gérer cet imprévu-là en prévenant les circonstances imprévues, celles qui rendent soit l'exécution du contrat difficilement onéreuse, ou alors simplement impossible. Et en ce moment-là, dans le contrat, on va prévoir la possibilité de pouvoir réajuster en tant que faire se peut. Ce d'autant plus que dans la plupart des législations francophones, la révision du contrat pour imprévision n'est véritablement pas encore admise parce que la législation civiliste dont ont hérité ces pays-là est restée ancrée dans les modulations prévues par le Code civil de 1804. La France a évolué avec un article 1195 qui lui permet déjà cette imprévision-là, cette révision pour imprévision depuis l'ordonnance du 10 février 2016. Ça fait que l'avant-projet d'acte uniforme sur le droit des contrats, le régime général de la preuve, a une disposition qui permet déjà d'intégrer cette imprévision-là, mais cet acte uniforme-là n'est encore au stade d'un avant-projet, ce qui n'est pas évident. On pourrait se satisfaire de la flexibilité qu'offre le droit du commerce international qui permet une révision pour imprévision lorsque les circonstances sont extérieures, imprévisibles, irrésistibles pour les parties. Et les parties peuvent également adjoindre dans leur contrat une clause de force majeure permettant de prendre en considération toute situation qui rende l'exécution du contrat impossible parce qu'elles en augmentent les engagements ou elles rendent l'exécution de ces engagements simplement impossible. Donc, l'imprévision comme la force majeure peuvent être prévues par le contrat. Il y a d'autres clauses, les clauses de sole risk, les clauses de risque indépendant qui permettent de pouvoir faire un mouvement de farm-in, farm-out, c'est-à-dire de pouvoir permettre, lorsque deux opérateurs sont en association, que la sortie de l'un des opérateurs ne puisse pas entacher la continuité de l'autre opérateur à l'exécution du contrat. Après qu'on ait vu cette gestion de l'imprévu-là, il arrive que la gestion de l'imprévu ne soit ne soit pas complète, malgré qu'il y ait la présence de ces clauses-là. Il peut arriver, il existe d'autres modalités permettant de gérer l'imprévu et d'adapter le contrat. Ces mécanismes-là, ils sont soit automatiques, soit non automatiques. On a déjà vu certains d'entre eux lorsqu'on voyait la renégociation pour une prévision. Il y a d'autres mécanismes qui peuvent être prévus par les parties lors de la négociation du contrat qui permettent au contrat de s'adapter, de s'acclimater à l'effet du temps de façon automatique. Et en fonction des opérations pétrolières ou minières que les opérateurs et l'État ont à exécuter, ils peuvent intégrer ces différents éléments-là. Il y a des mécanismes d'adaptation automatiques qui permettent d'adapter le contrat aux circonstances extérieures, nouvelles, qui ont des effets, ayant des effets circonscrits singuliers, c'est-à-dire touchant juste certains éléments du contrat. Il y a également des mécanismes d'adaptation automatique qui permettent de juguler des effets, des circonstances contractuelles ayant un effet général sur tout le contrat. Pour ce qui est des effets singuliers, ces effets, lorsqu'ils sont médias, sont immédiats, c'est-à-dire ils surviennent tout de suite, pas qu'ils surviennent tout de suite. Ces mécanismes sont des mécanismes qui peuvent être immédiats, c'est-à-dire induire une adaptation automatique et immédiate. On peut prévoir dans le contrat, par exemple, une clause de premier refus
qui peut être adossé par exemple à un engagement minier préférentiel. La clause de premier refus ici, elle se traduit par le fait que une partie au contrat extractif s'engage envers son co-contractant, l'autre partie, à lui proposer dans le futur, plus ou moins proche, de réaliser avec lui ou elle une opération nouvelle avant de la proposer à un tiers. Elle fonctionne un peu comme si on pourrait dire un droit de préemption ou bien une clause d'agrément, comme cela. Cela permet en quelque sorte de se prémunir contre une modulation ou une impossibilité d'exécuter un engagement préalable ou précédent. On signe un contrat, on se retrouve dans une situation où le contrat ne peut pas être exécuté tel qu'il devrait l'être, à l'endroit où il devrait l'être pour l'exploitation ou l'exploration de la ressource qui devrait être. S'il y a une clause de premier refus, il y a possibilité pour l'État de pouvoir réattribuer ou octroyer à l'opérateur un autre élément si l'opérateur se rend compte que l'État s'engage à mettre en promotion d'autres blocs. L'opérateur peut lui dire, oui, il y a une clause de premier refus qui fait que tu t'es engagé à exécuter un autre projet avec moi. Et donc, vu que ce projet bloque, est-ce qu'il n'est pas possible que j'obtienne plutôt une autre opération à réaliser avec toi, bien évidemment. C'est une clause qui introduit une alternative et qui permet de réajuster comme cela un certain nombre d'éléments, surtout lorsque il y a une difficulté qui survient dans l'exécution du premier engagement. Est-ce qu'il y a une préoccupation rendue à ce niveau de réflexion? On n'a pas de préoccupation. Euh, Après qu'on ait vu cette clause-là, il y a bien évidemment d'autres exemples qui peuvent permettre de comprendre la clause de premier refus. Il y a la clause d'indexation qui est adossée sur un indice précis en cas d'embargo, de guerre, de changement, de crise climatique et autres. Et ici, dans le contrat, les deux parties vont identifier l'élément qui permet d'ajuster en quelque sorte le contrat, soit en termes de prix euh, ou en termes de monnaie de commercialisation de la ressource ou autre chose, ou bien le taux de change, ce qui fait que il y a une indexation qui va, un échelonnement. Ça veut dire que la clause d'indexation et cet index fonctionne comme un amortisseur qui permet au contrat de ne pas sentir les secousses que le temps et les difficultés qui sont comprises dans ce temps-là euh, ont sur le contrat ou pourraient avoir sur le contrat. Euh, et donc, cet indice-là va fonctionner comme un baromètre de hausse ou de baisse en fonction de l'arrimage que l'indice a sur euh, euh, l'évolution de l'indice au niveau des pratiques dans le domaine. Je l'expliquais la dernière fois, on peut intégrer par exemple un prix de vente qui serait adossé sur le prix du baril peut-être de pétrole ou bien de la tonne métrique de gaz à la bourse au moment T. Ça fait que chaque fois, en fonction de la valorisation qu'on a, sur laquelle on s'est préalablement entendu, s'il y a une surcote de 4 points, on aura naturellement cette surcote-là de 4 points. Lorsque le Brent va coûter 100 dollars, on aura peut-être le pétrole brut léger qui lui va coûter 140 dollars parce qu'il y a une surcote. Lorsqu'il y a une décote de 4 points, naturellement, si le Brent baisse à 50 dollars, on va appliquer ces 4 points-là. On va arriver dans les encablures de 10 dollars,
le baril peut-être du pétrole lourd ou très lourd commercialisé dans le cadre d'un contrat de partage de production. Ça va être par exemple l'or raffiné 18 carats, 24 carats. Le prix au marché international va permettre de discuter à peu près le prix qui est donné. Il se trouve malheureusement qu'avec la fixation légale faite par les législateurs sur les volumes de ressources et les prix de cession de cette ressource-là, il est difficile de pouvoir retrouver ces clauses d'indexation-ci. Si l'or dans le code minier est déjà vendu à, je ne sais pas, une tonne à tel montant ou euh, comment dire, le kilogramme à tel montant ou le gramme à tel montant, c'est difficile à l'arrivée de pouvoir indexer. Si les prix explosent au marché international, les opérateurs, naturellement, vont violer la loi. Le drafting du code minier aurait été des taux minimaux de manière à laisser la latitude à la négociation de fixer des taux qui permettent donc de doser avec la clause d'indexation. Ça, c'est pour le prix. On peut utiliser un certain nombre d'indices, d'autres indices. On peut utiliser des indices, une indexation en termes d'années. On permet de roter si les volumes atteignent tel montant au bout de 5 ans. Automatiquement, le contrat va passer à 2 ans supplémentaires. Si. Donc, cette indexation s'y permet en fait de calibrer les effets, de les gérer, de les bloquer, de manière à ce qu'ils n'influencent pas résolument et indéniablement le contrat tel qu'il est négocié, discuté entre les parties. Y a-t-il une question à ce niveau? Il n'y a pas de préoccupation, visiblement. Bonsoir, professeur. Oui, allez-y, cher monsieur. Oui, je reviens un peu sur le contrat là. Ce que moi je ne comprends pas, après avoir mis toutes ces clauses là dans un contrat, est-ce qu'il y a encore, lorsqu'il y a eu cas de force majeure, qu'on doit encore se discuter encore sur les clauses? Par exemple, on met une clause de stabilité de 10 ans après un coup d'État ou un cas de force majeure, on vient, on casse tout et puis on reprend, ou on va essayer de mettre d'autres personnes en chômage parce que les multinationaux, eux aussi, vont essayer de dire qu'il y a une clause de stabilité. Donc, ma question, c'est de savoir, après avoir mis tous ces clauses-là, est-ce que c'est l'appel encore voilà, de casser ou de dire qu'ils ne sont pas d'accord pour mettre ou chercher une médiation ou voilà, d'autres mécanismes pour mettre fin au conflit? C'était ça ma question. Vous estimez que bon, la clause de force majeure permet de gérer en réalité toutes les difficultés qui peuvent survenir. La force majeure ne se décrète pas, hein, elle est constatée, elle peut être constatée devant le juge, l'arbitre. Il n'est pas question de dire, OK, il y a force majeure. Encore que la formulation de la clause de force majeure doit se faire de façon ambivalente. C'est-à-dire, on doit avoir un énoncé général, mais également on doit avoir un énoncé énumératif, non exhaustif, toujours. Parce que, et donc, il y a des situations qui peuvent être perçues comme de la force majeure, d'autres non. La COVID-19, par exemple, pour les pays africains, lorsque la crise démarre en février en Chine, si un opérateur arrive en juin ou un an plus tard dire que oui, je suis face à une situation de force majeure, on lui dira non. Parce qu'à la vérité, la situation, lorsqu'elle a commencé, vous étiez au courant et vous saviez que naturellement, elle pourrait toucher vos engagements. Est-ce que à ce moment-là, cet événement-là est
extérieur, irrésistible et imprévisible au parti. Oui, prof, Quels sont permettez-moi les... d'intervenir, s'il vous plaît, prof. Oui, allez-y. Oui, le participant, il est malien. Et il faut comprendre la situation de son pays. Je crois que c'est pourquoi il pose la question. Le changement de gouvernement qui est intervenu et, et les contrats qui ont été, voilà, qui ont été cassés, si vous voulez. Ah, d'accord. Le Ex- changement de gouvernement, le Exactement, gouvernement ne docteur. va... Exactement, docteur. Le changement de gouvernement, naturellement, c'est ce que je disais, peut être considéré comme, comment le dire, l'aléa politique. Et en fonction des impacts que cela a, les partis pourraient plaider, l'une des parties pourrait plaider la force majeure. Mais il faudrait que cela soit prouvé, que l'événement est imprévisible, irrésistible, extérieur. Qu'est-ce que le changement de gouvernement euh, aurait vis-à-vis du contrat? Rendrait-il le contrat, l'exécution du contrat impossible? Si vous me dites changement de gouvernement, modification de la législation applicable au contrat, rétroactivité de cette législation, alors je vous dirais, là, il y a un souci. Mais si le politique change et qu'il n'y a pas rediscussion des engagements contractuels de manière à les rendre rétroactifs, en ce moment, les partis ne pourraient pas plaider la force majeure. Mais s'il y a ces éléments, alors que peut-être le contrat a été stabilisé, les partis peuvent plaider la force majeure. Et on sait tous la partie qui va plaider la force majeure à ce moment-là. Parce qu'un changement des obligations va être une situation qui rend l'exécution du contrat difficile déjà et peut-être impossible. Et là, il lui revient de justifier pourquoi est-ce que l'exécution devient impossible. Donc, il faut que ces critères-là soient remplis, l'irrésistibilité, l'impossibilité, l'extériorité, de manière à ce que on puisse se dire que oui, il y a une situation de force majeure. Je crois avoir répondu à la question, cher monsieur. Oui, pour vous, voyez bien qu'au niveau du droit, au niveau du droit, parce que la lecture que moi je fais, au niveau du droit, les nouveaux gouvernements sont manifestement ne seront pas gagnants. Il est très difficile d'invoquer, comme vous le dites, euh, la force majeure, etc. Et c'est pourquoi ça va dégénérer en un différent et davantage influer au niveau politique. Au niveau politique, on va essayer de mener les choses parce que le droit, lui, ne fonctionne pas. Et de mon point de vue, malheureusement, c'est un déséquilibre à l'origine qui est aujourd'hui protégé par le droit. Allô? Oui, Allô? allô? On Vous a, êtes... on a quelqu'un qui a son micro ouvert, on reçoit des difficultés. Je pense que le professeur a raison en réalité. Donc, euh, il faut que ça passe. La force majeure elle se constate, elle est jugée comme cela. C'est pas l'une des parties qui dit il y a une situation de force majeure et donc ça va. Non, il faut naturellement que cela soit constaté par la personne qui a été habilitée dans le contrat à examiner si d'aventure il y a un souci, une incompréhension, un conflit
dans le dit contrat. Y a-t-il une autre préoccupation à ce niveau? On ne vous suit pas. On ne vous suit pas, madame. Si vous pouvez... Professeur, moi, comme on ne la suit pas, j'ai deux petites préoccupations. Oui, J'ai deux petites préoccupations, professeur. allez-y, La allez-y. première, oui, la première, c'est celle-ci. Vous parlez de déséquilibre dans le contrat entre l'État, personne morale de droit public, avec tous les attributs de puissance publique, et une société privée. Mais de plus en plus, on assiste à un fait, c'est que ces sociétés privées sont généralement parrainées par leurs États d'origine pour la conclusion des contrats. Avez-vous le sentiment qu'il y a toujours ces déséquilibres de départ? Vous avez des cas, par exemple, là, lorsqu'on parle du deal minier avec les États-Unis d'Amérique, mais ce sont des sociétés privées qui sont autour de la table de négociation, parrainées par leurs États. Y a-t-il toujours, dans ce contexte, ces déséquilibres originaires qu'on cherchera à corriger dans le contrat? Et Euh, deuxièmement, comment concilier, par exemple, les clauses de confidentialité et les exigences de transparence dans les domaines? Voilà. d'accord. Merci pour votre question. Euh, Votre première question, c'est est-ce qu'il y a toujours des équilibres? Le déséquilibre, il n'est constaté que lorsqu'il y a déjà un souci. Le contrat est comme un individu. On est malade que lorsque on sera en consultation ou lorsqu'on constate qu'il y a déjà des éléments qui ne fonctionnent pas comme d'habitude. Et donc, pour peut-être le spécialiste, parfois, lorsque vous regardez un contrat, vous pouvez dire qu'il y a des équilibres parce que un contrat peut être déséquilibré, mais les parties au contrat ne s'en rendent pas compte. Je prends un exemple banal. L'or vendu en lingots avec les impuretés par les différents États africains coûte 15 à 25 francs moins cher que l'or raffiné. Donc, si on se gargarise que, bon, il y a le Mali qui a vendu tel nombre de milliards en termes d'or, si on ferme un peu les yeux, on dit, bon, le Mali a une raffinerie, ou bien le Mali répercute dans son contrat les prix de raffinage ou bien d'affinage de l'or, c'est-à-dire les coûts en sidérurgie, comme on le fait en Suisse généralement. Si le Mali répercute ces prix-là, c'est-à-dire malgré que la ressource soit déjà cédée, le Mali met dans le contrat que, OK, vous dites que pour aller raffiner cet or, ça vous prend par, je ne sais pas, gramme, euh, 200 000 francs CFA. OK, ces 1000 francs-là, on se partage cela. Ça induit que le prix de vente de votre or, on se partage également ce prix de vente-là à 50%. Nous, on ne vous vend pas de l'or impur. On vous vend de l'or raffiné et on supporte les prix post-raffinage. Si je vous ai dit que c'est 15 fois à 20 fois plus coûteux, vous pouvez imaginer combien est-ce que les pays qui vendent la ressource brute perdent. Donc, techniquement, elles ne sont même pas encore réveillées pour se rendre compte qu'elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Il n'y a que des gens qui ont fait le chemin de Damas qui peuvent leur dire, OK, vous ne gagnez suffisamment pas d'argent. Tous ceux qui sont assis à la table de négociation voient les milliards, mais ne voient pas qu'est-ce que l'opérateur gagne plus loin. Ça veut dire que ce contrat-là, il est déséquilibré, mais il est équilibré pour les parties sur la table.
Véritablement, l'étude de faisabilité, ils ne nous ont pas donné tous les chiffres et tout. On ne s'est même pas assuré qu'ils ont tout mis à l'intérieur. Leur contrat de vente de notre ressource à nous, on n'a pas ces contrats-là. Ils les cachent. On ne sait pas combien ils vont céder notre ressource. Mais nous, on se contente juste de négocier le prix de cession. Et on écrit, on fait des communiqués, oui, l'État du Burkina au premier trimestre vendu à hauteur de 180 milliards l'or. L'or sous quelle forme? Donc, on ne peut véritablement pas, je le disais, on ne peut pas être un vrai juriste si on n'a pas ces petites appréhensions-là, techniques. On va vous dire, OK, votre fer n'est pas enrichi, il est de 30%, voilà. Nous, on va le prendre comme ça, parce que vous voyez, il y a les frais d'enrichissement pour qu'ils passent à 61% et tout ça. Nous, on va supporter ces frais-là. Et ils vont prendre ce tort-là, ce fer-là, ils vont le prendre à un certain prix. Sauf que les coûts en termes d'enrichissement, vous n'allez pas vous partager ces coûts-là. À l'arrivée, vous n'allez donc pas vous partager le prix de cession final de la ressource enrichie, qui est la ressource qui est la plus demandée, la prisée. Donc, ces éléments-là montrent qu'il y a bon nombre d'accords qui, à regarder de façon naïve, peuvent paraître alignés, justifiés, équilibrés, mais il n'en est rien. Il n'en est rien. On ne peut pas supporter, par exemple, les coûts de production de la ressource. Mais à l'arrivée, vous allez vendre la ressource simplement. Ça veut dire, et nous, on vous rembourse ces coûts-là. C'est quelque chose de... C'est-à-dire, vous ne dépensez rien, en fait. Tout ce que vous dépensez, nous, on vous rembourse ça. Et puis, on se partage encore le bénéfice. Comme ça, on ne voit pas qu'est-ce que vous perdez. Vous récupérez non seulement ce que vous avez investi, et vous bombez, vous gonflez même encore les chiffres, vu que vous avez en face de vous des gens pas véritablement aguerris. Donc, si on regarde très bien avec un œil nationaliste, on va se rendre compte que la plupart des contrats sont déséquilibrés. Ils sont déséquilibrés parce qu'il y a beaucoup de variables qu'on n'intègre pas encore dans notre conception du secteur extractif. Ces variables-là sont minimes. Je prends un exemple bizarre, la variable transport. Vous laissez une société trouver un transporteur international. Ils ont le port, ils transportent, et puis ils mettent ça dans l'étude de faisabilité. Alors que vous avez peut-être une société de transport qui peut transporter la ressource. Il peut transporter la ressource et permettre que la dite ressource soit comme cela, en termes de prix de transport, que cela soit répercuté comme bénéfice de l'État. Donc, il y a beaucoup de choses comme celle-là qui passent inaperçues, et normalement, elles ne devraient pas passer si on avait fait tous nos chemins de Damas. Y a-t-il une autre question? Je crois avoir essayé résolument de répondre à votre préoccupation pour dire que tout dépend de l'œil de celui qui observe le contrat. Pour certains, les contrats ne sont pas déséquilibrés, pour d'autres, ils le sont. Pour la deuxième préoccupation que vous avez mise sur la table, concernant comment est-ce qu'on peut arrimer les clauses de confidentialité avec les obligations de transparence et de bonne gouvernance, que ce soit les codes de transparence et de bonne gouvernance au niveau interne, ou simplement les initiatives internationales, le processus de Kimberley. Je dirais simplement que
il n'y aurait véritablement pas des choses qu'on devrait cacher. On peut rendre confidentiel, je ne sais pas, les prix de cession. On peut les rendre confidentiels. On peut rendre confidentiels les données commercialement sensibles. Mais il y a bon nombre de choses qu'on pourrait publier de façon agrégée, c'est-à-dire les recettes de cette année, c'est de tel montant, mais on ne sait pas à combien on a cédé la ressource parce que cette donnée-là est peut-être confidentielle. Donc, la clause de confidentialité doit garder une part infime en termes de domaine dans le contrat. Les autres domaines doivent rester ouverts parce qu'il y a cette exigence de transparence, de bonne gouvernance. Mais la logique voudrait que ces clauses sautent parce que lorsque le contrat est signé, il est public. C'est peut-être lorsqu'il est négocié, dans le processus de négociation, qu'on peut rendre confidentiel parce que cela ne permet pas une négociation paisible parce qu'il pourrait y avoir des interférences si des personnes accédaient aux éléments de négociation, les éléments de prix, les éléments géophysiques, géodésiques et autres, géologiques. Je crois Oui, avoir répondu à votre question, cher monsieur. je peux ajouter un tout petit élément, prof. Oui, Alors, il me semble, pour le participant de la RDC, il me semble que le code minier de la RDC, le code minier de la RDC a une disposition, un article qui décline les éléments constitutifs de la transparence. Docteur, on ne vous suit pas trop bien, s'il vous plaît. Je ne sais pas si c'est moi ou quoi, le micro. Alors, oui, je disais que il me semble que dans le code minier de la RDC, je ne sais pas exactement, mais il y a une disposition bien précise qui indique les éléments de la transparence. Je crois qu'ils doivent être au nombre de 8, quelque chose du genre. Donc, selon moi, l'interprétation qu'on va faire, c'est que on s'en tient aux critères qui sont dégagés par cet article, notamment sur l'obligation de transparence. oui, il y a ces exigences-là. En fait, bon nombre de législations ont intégré l'initiative de transparence de bonne gouvernance dans leur code. Donc, ces exigences-là ne sont véritablement pas différentes des exigences contenues dans l'ITIE et le fait de les intégrer ne rend que contraignant l'exigence de transparence, de bonne gouvernance. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les États qui adhèrent aux initiatives de transparence, de bonne gouvernance, ne sont pas les opérateurs. Les États y adhèrent. Et pour des juristes fins, ils pourraient même questionner euh, le degré de contrainte, la nature juridique de l'initiative, on dit bien initiative, pour la transparence de la bonne gouvernance, pour la transparence des industries extractives, on pourrait questionner c'est quoi? C'est une convention internationale, ce sont des principes directeurs, ce sont des guides, c'est quoi? Et on sait très bien la force normative que peuvent arborer les uns ou autres éléments que je viens de citer. Donc, ces initiatives-là sont les États qui s'y obligent, ne sont pas les opérateurs. Donc, c'est pour cela que lorsque l'initiative ne marche pas, on ne suspend jamais les opérateurs. On suspend l'État. On suspend l'État. On n'a jamais sanctionné les opérateurs. Il appartient donc à l'État de faire respecter son engagement au niveau de l'ITUE en permettant aux opérateurs de lui fournir des documents pour inhiber, pour présenter, pour éclairer l'initiative et faire un rapport qui est annuel. Donc, pour que cela ait une force normative, il a fallu que les différentes législations intègrent les obligations de transparence parce que là, au niveau international, c'était que des initiatives dans les codes miniers.
Pour ceux qui sont camerounais, ils vont constater que le domaine pétrolier est tellement un domaine réservé que il n'a pas encore fait allusion, en tout cas dans sa législation adoptée, à une quelconque initiative de transparence des industries extractives. Le code pétrolier n'a pas encore admis le lithium. C'est pour cela que difficilement, lorsque le rapport sort, il y a à redire sur le secteur pétrolier qui rentre encore dans une sorte de- d'obscurité, si je peux le dire. Et c'est comme cela dans bon nombre d'États aujourd'hui parce que le domaine pétrolier constitue un domaine assez pourvoyeurs de recettes qui prennent parfois des directions complexes. C'est pour cela que il n'est pas question d'y faire entrer la lumière tout de suite. C'est ce que je pouvais dire à ce niveau pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que la RDC parle de ces exigences-là dans son code. Et naturellement, avec le fait que les contrats extractifs sont contrôlés auprès des parlements, il y a un suivi qui est fait par des commissions parlementaires. Ce sont des instructions en fait des communautés sous-régionales qui ont prévu la nécessité de faire contrôler, viser, valider les contrats, les finances publiques dans le cadre des codes de transparence et de bonne gouvernance qui ont été adoptés et qui ont été réceptionnés dans les États. Maintenant, en termes d'implémentation, de mise en œuvre, c'est assez compliqué. Voilà modestement ce qu'on peut dire à ce niveau. Si plus rien n'est à dire, on va passer au mécanisme média. Et ce mécanisme média-là, généralement, ils vont faire intervenir soit un tiers, soit l'une des parties au contrat pour essayer soit d'exécuter l'engagement qui a été prévu par le mécanisme d'adaptation, soit de constater cet engagement-là. Il y a ici la clause du client le plus favorisé. La clause du client le plus favorisé rentre effectivement dans une sorte d'équilibre davantage extensible à son co-contractant, alors qu'on l'a peut-être déjà donné à un autre co-contractant. En pratique, cela prend la forme ici d'une obligation envers à laquelle s'oblige l'État d'octroyer à l'opérateur tout avantage qu'il octroierait à un autre opérateur. Ça veut dire qu'à chaque client favorisé, elle fonctionne un peu comme la clause de la nation la plus favorisée, c'est-à-dire le traitement équitable, égalitaire des opérateurs, quels qu'ils soient. Donc, la présence de cette clause-là permet à l'opérateur de pouvoir tordre le bras, la main à son contractant qu'est l'État en lui disant, OK, vous avez donné des exonérations fiscales à tel opérateur qui exploite telle ressource. Vu que j'ai une clause du client le plus favorisé, je veux que cela soit, j'ai le droit que cela me soit également permis. Donc, l'État également peut, mais cela dans une moindre mesure, bénéficier de cette clause du client le plus favorisé, vu que vraiment, au Gabon, tu payes la TVA à 35% et que moi j'ai accepté une clause du client le plus favorisé, vraiment, j'aimerais que tu payes aussi la TVA à 35% alors qu'elle est peut-être de 19,25%. Donc, voilà à quoi peuvent servir de telles clauses pour à chaque fois permettre d'adapter le contrat si d'aventure il se trouve frappé par l'effet du temps.
On peut également avoir ici la clause de l'offre concurrente. Ici, elle permet d'étendre en réalité euh, un avantage qui serait obtenu, proposé à un autre opérateur. L'offre concurrente oblige l'État à proposer préalablement euh, un service, une offre à un opérateur avec lequel il est déjà en lien avant qu'il ne le propose à un autre opérateur. Et il ne peut le proposer à un autre opérateur que si cet opérateur-là refuse d'avoir ce service, d'exécuter ce service. L'État a un bloc en promotion, il veut faire une offre et il veut faire l'offre à un opérateur lambda dans une sorte de gré à gré. Moi qui ai cette clause d'offre concurrente, il ne peut pas faire quelque offre que ce soit sans m'avoir proposé. Et ce n'est que si je refuse qu'il peut proposer à un autre opérateur. Il y a également l'idée d'agrément là-dedans qui va se manifester. Cela permet en ce moment de pouvoir euh, gérer des contingences qui peuvent survenir. J'exploite je sais pas, du cobalt au Nord Kivu. Vraiment, il y a des milices qui sont en train de me déranger sur mes sites. Il se trouve que à 1000 kilomètres de là, au Lualaba par exemple, l'État veut proposer, je ne sais pas, une exploitation de cobalt à un opérateur. Vraiment, je fais opposition, je dis, vu que dans l'ancien contrat, il y avait une clause de l'offre concurrente et tu t'engageais à ne pas faire une proposition de site de cobalt ou de quelques ressources minérales, matières, métaux précieux ou semi-précieux que ce soit, sans m'en proposer. Je requiers que la proposition me soit adressée, quitte à ce que je l'accepte et ça va permettre en ce moment peut-être d'avoir une force majeure de l'autre côté, mais de ne pas partir bredouille et de se repositionner pour exploiter dans le Loa-Loa-Bas. Donc, voilà les modulations qui peuvent être faites et c'est des clauses comme ça peuvent permettre à des contrats de ne pas mourir de façon systématique, révisés, résiliés ou suspendus, alors qu'il y a des solutions, des, des éléments des situations, des solutions qui seraient prévues pour résoudre ces difficultés-là. Y a-t-il une préoccupation à ce niveau? Il n'y a pas de préoccupation. Je propose que l'on prenne 3 minutes de pause et qu'on se retrouve dans 3 minutes pour le traitement du déséquilibre contractuel proprement dit. Alors, la place aux commentaires. Hein. Si vous avez des commentaires, c'est le moment. Effectivement, si il y a des commentaires, on peut les prendre pendant ce temps. Docteur, vous aviez commencé un développement sur la COVID, vous avez été coupé. C'est ça que moi je voudrais comprendre la fin. Quand on parlait de la force majeure. J'ai parlé de force majeure et qu'est-ce que je disais? Je dis, vous aviez commencé le développement sur la COVID, quand vous étiez en train de dire que si quelqu'un exporte en Chine, bref, quand la COVID avait commencé, vous n'aviez pas terminé. C'est le développement là que je voudrais suivre la fin sur la COVID. Euh,
j'étais en train d'expliquer que si ça a trait à la force majeure, la COVID n'était pas une situation de force majeure générale. Parce que entre le moment où la COVID a débuté et le moment où elle a frappé bon nombre de contrats dans les différents États, il y avait possibilité d'anticiper, il y avait possibilité de... L'événement COVID n'était pas imprévisible. Il a duré plus de 3 mois avant de toucher certains territoires. Il n'était pas irrésistible en quelque sorte. Les partis pouvaient, je ne sais pas, trouver des mécanismes pour minimiser les dommages, pour suspendre les contrats, pour, je ne sais pas, faire des procédures qui... C'est pour cela que il y a eu bon nombre de situations où les juges, ce sont des juges qui ont décidé que là, c'était une situation de COVID et là, ce n'était pas le cas. Il y a des gens qui manquaient des audiences comme quoi il y avait confinement, alors que peut-être il y avait confinement et, et il y avait des situations qui permettaient, qui étaient laissées libres, qui pouvaient induire, je ne sais pas, des discussions, il fallait aller au procès. C'était pas confiné. Et il y a des procédures en justice qui, normalement, peuvent donner lieu à des situations où le plaignant, l'accusation ne se présente pas. Il y a des conseils qui peuvent demander, je ne sais pas, un renvoi. Il y a beaucoup de mécanismes en termes processuels qui peuvent, et ce qui fait qu'il y a eu, c'était au cas par cas. Donc, la situation de force majeure va se décider au cas par cas en fonction de l'argumentaire devant le juge. C'est ce que je dis. Ce qui est cas de force majeure pour X ne l'est forcément pas pour Y. Donc, ça varie. Ok, je comprends maintenant, je comprends. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres préoccupations, d'autres questions? Professeur, toutes les clauses, si je vous ai bien suivi, toutes les clauses, stabilité, confidentialité, risque indépendant, droit de premier refus, indexation, client le plus favorisé, offre concurrente, toutes les clauses sont de nature à protéger le co-contractant de l'État, apparemment. Pas Aucune. forcément, pas forcément, pas forcément. Le client le plus favorisé, ça peut être l'État aussi. La stabilisation, en principe, peut protéger l'État, l'opérateur, mais peut aussi protéger l'État. Tout dépend de la formulation de la clause. La clause de confidentialité peut protéger aussi l'État. L'État est un co-contractant comme un autre. Si les créanciers de l'État savent ce que l'État gagne dans le contrat, l'État ne peut pas leur dire à chaque fois qu'il n'y a pas l'argent dans les caisses. Donc, si les données financières restent confidentielles, les comptes de cette entreprise-là, qui est l'émanation de l'État, ne pourraient pas être saisis parce que il y aurait cette confidentialité-là qui ferait que l'opérateur qui cherche où se trouve l'argent ne saurait pas. C'est-à-dire le créancier qui cherche où se trouve l'argent ne saurait pas où trouver cet argent-là parce qu'il n'aurait pas les données, il n'aura pas les données financières. Donc, ça dépend d'un contexte à un autre.
la plupart du temps, l'opérateur peut être avantagé la plupart du temps, mais c'est pas systématique. C'est pas systématique parce que, vous voyez, vous, une clause, par exemple, un contrat qui est stabilisé ou bien qui est intangible, il ne peut être révisé que de commun accord. Et s'il n'est pas s'il n'est pas intangible, autant pour moi, c'est compliqué après de dire qu'il y a violation de quelque obligation que ce soit, parce que un événement peut modifier le contrat. Je prends un exemple simple. Le contrat intangible. Le contrat intangible. Après, il y a d'évaluation du franc CFA. Si le contrat est intangible, vraiment, la dévaluation ne va pas toucher le contrat. On est bien d'accord. Et s'il y a d'évaluation, on, on peut voir qui va être fragilisé, quelques contractants va être fragilisé. Il peut m'avoir réévaluation du franc CFA. C'est pour cela il y a forcément quelqu'un qui va être avantagé. Dans l'un des cas comme dans l'autre. Ça dépend du contexte parce que voilà. en RDC, par exemple, il y a cette obligation de divulguer, publier tous les contrats extractifs, les contrats miniers, et puis l'obligation de publier tout ce qui est payé. Donc, je ne vois pas en quoi cette confidentialité va profiter à l'État. C'est au contraire le co-contractant de l'État qui a intérêt à occulter, par exemple, les données commerciales, etc., peut-être pour se mettre à l'abri d'une sorte de concurrence de sa part. Oui, effectivement. Effectivement. Lorsque les institutions de Bretton Woods vont arriver, vous n'allez pas leur dire que vous n'avez pas payé la dette parce qu'il n'y a pas l'argent. Vous voyez à peu près à quel niveau. Il n'y a pas que les créanciers. Quand j'ai dit créanciers, vous n'avez véritablement pas compris. Quand vous voyez les sociétés minières pétrolières sont des boîtes noires dans des pays, vous pensez véritablement que ça ne profite pas parfois à l'État? Si les institutions de Bretton Woods disent OK, vous ne financez plus l'éducation pour les 5 ans à venir, on vous donne de l'argent, mais vous ne financez plus l'éducation. Et vous voyez ces conseils-là comme des pommes pourries. Et vous voulez financer l'éducation avec l'argent issu de la commercialisation du cobalt. Vous pensez véritablement que la publicité de ces contrats-là va vous faciliter la tâche, notamment dans le remboursement de la dette? Vous êtes toujours en train de demander des délais de paiement alors qu'on voit très bien que vous avez de l'argent pour rembourser le crédit que vous avez contracté auprès du FMI et de la Banque mondiale. Et ce crédit-là, il y avait interdiction de financer des projets sociaux. Un État qui est public, qui est transparent, tout est connu. Tout est connu. Ça fait qu'il y a des avantages, oui, la démocratie financière et tout, économique, mais à l'arrivée, vous ne pouvez pas décider si vous avez quelqu'un qui est censé vous diriger parce que vous lui devez quelque chose. Je crois peut-être vous avoir montré à peu près cet aspect-là. C'est pas que je défends la confidentialité. Donc, j'essaye de dépasser le postulat de la transparence est belle, est idéale, est la meilleure des choses. Il y a C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, mais peut-être pas la meilleure. On va prendre Maître, je crois, Zingwa, je crois.
Bonjour à tous. Merci, professeur Abanda, pour votre présentation. C'était très clair. Moi, je voulais revenir sur la question de la COVID-19 avec le cas de de la clause de force majeure ou de hardship. Effectivement, vous avez dit que dans certains cas, en fait, ça variait. Si j'ai bien compris, ça dépendait de comment est-ce que c'était qualifié par les États. Dans certains cas, c'était considéré de force majeure et dans d'autres cas, non. C'est ça? Oui, Et par les par les, juges des États, et par par les les juges. différentes juridictions qui étaient saisies. D'accord. Et ma question, c'est que dans la mesure où on se retrouvait face à des éléments d'extranéité, des éléments d'imprévisibilité, d'irrésistibilité, d'impossibilité d'exécution, est-ce que ces qualifications de non clause de force majeure ou de hardship n'étaient pas discutables? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question, est-ce qu'il n'est pas possible de prévoir dans les contrats des clauses qui prévoient réellement une possibilité de pouvoir se retourner pour les parties dans ces moments-là? Parce qu'on sait qu'il y a d'autres pandémies qui vont probablement arriver et on ne pourra pas dire quand même que... parce qu'il y a vraiment un pan, une exécution où on ne peut plus exécuter les obligations dans les mêmes circonstances qu'au moment de la signature du contrat. Mais en même temps, on dit que ce n'est pas de la force majeure. C'est vrai que ça me pose un peu des questions. Je commence par la fin, sur la nécessité peut-être de voir derrière, de revenir. Peut-être c'est à ce moment qu'on va voir le traitement de ce déséquilibre-là. Qu'est-ce qu'on peut prévoir? Qu'est-ce qui est idéal de prévoir? Euh, il y a plusieurs solutions qu'on va voir dans la foulée. Euh, et votre première question, c'est est-ce que l'irrésistibilité, l'imprévisibilité ne permet pas de simplement conclure au hardship ou conclure automatiquement au hardship ou pas? Euh, L'idée, c'est que c'est pas l'irrésistibilité, l'imprévisibilité ou l'extériorité qui permet de qualifier qu'on est dans une situation de force majeure ou, ou une situation d'imprévision. Sont les effets de cette irrésistibilité, de cette imprévisibilité ou de cette extériorité. Si les effets, c'est l'impossibilité d'exécuter le contrat, c'est une situation de force majeure. Si l'effet, c'est la modification du contrat de manière à ce qu'il devienne rigoureusement très onéreux en termes d'exécution pour l'une des parties, c'est une situation d'imprévision. Donc, euh, quand techniquement, si on emprunte le terme anglo-saxon, le hardship va donc être cette situation qui rend les engagements économiques difficilement onéreux pour l'une des parties et lui crée une souffrance. Lui crée une souffrance, une hardship, et donc une frustration, comme les Allemands le disent. Donc, il y a cette frustration qui est là, une souffrance, et qui naturellement doit être résolue par une discussion entre les parties pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Je crois avoir répondu à votre question sur ce qui fait la particularité des qualifications, c'est-à-dire ce sont les effets que ces trois éléments-là, parfois deux même d'ailleurs pour l'imprévision, ont sur le contrat. S'il y a irrésistibilité, imprévisibilité et que le contrat ne devient pas résolument, je ne sais pas, difficile ou impossible à exécuter, on ne va pas conclure à soit à la force majeure ou à l'imprévision. Oui, oui, oui. Merci, professeur, vous avez répondu. Ça fait sens. Cela revient à dire que c'est une analyse au cas par cas. Au cas par cas, effectivement. Y a-t-il une autre préoccupation?
il n'y a pas de préoccupation à ce niveau. Je voudrais revenir sur quelque chose qui semble nous avoir échappé. L'espace normatif des contrats miniers. Je crois avoir parcouru cela, le règlement des conflits et la clause attributive de juridiction. Je crois qu'on est passé par là. Maintenant, pour le traitement du déséquilibre contractuel, le déséquilibre contractuel peut être traité de plusieurs façons et c'est ce qu'on doit retenir. Soit la prévention du déséquilibre, soit le traitement. Hein. La solution s'applique d'un côté comme dans l'autre. Pour ce qui est du traitement du déséquilibre, lorsque le déséquilibre concerne, par exemple, la clause de stabilisation. La clause de stabilisation n'est pas mauvaise, c'est sa formulation qui l'est. Je répète, la clause de stabilisation n'est pas mauvaise, mais c'est sa formulation qui l'est. La clause de stabilisation formulée de façon stricte, naturellement, va être nocive pour le contrat. Façon stricte, c'est cette clause qui gèle tout le contrat. Parce qu'on l'a vu lorsque je parlais de l'inadaptation de l'impossibilité de réadapter certaines obligations relatives aux droits de l'homme et à l'environnement, par exemple. On voit bien qu'il y a des obligations contractuelles qui ne devraient jamais être stabilisées, gelées à la date de signature. Pourquoi? Parce qu'elles sont vitales pour l'être humain. Lorsque peut-être un droit à l'environnement change, évolue, il y a de nouvelles obligations environnementales, il va sans dire que ces obligations doivent être appliquées par les opérateurs, quitte à ce qu'ils aient signé leur contrat en 2003. Lorsque, par exemple, les conditions de travail, les obligations sociales changent, soit en termes de cotisation sociale, prévoyance sociale, soit en termes d'obligations salariales, il va sans dire qu'elles doivent normalement impacter les opérateurs, les salariés, les employés qui travaillent dans le secteur minier. Sinon, ce ne serait pas logique. Toute chose qui fait qu'à l'arrivée, le déséquilibre doit être traité au moment de si c'est au moment de la formation du contrat, on doit mieux formuler les clauses de stabilisation. Et pour ce faire, il est important que les clauses de stabilisation soient limitées. Elles doivent être, limitées au domaine financier. 2, elles peuvent être limitées dans le domaine financier. Pour ce qui est de la limitation au domaine financier, je parle résolument de la fiscalité, de la douane. La stabilisation peut concerner seulement ces éléments. La stabilisation peut concerner seulement le prix. La stabilisation peut concerner la fiscalité et ne pas concerner la fiscalité de porte, la douane. La stabilisation peut être limitée dans le domaine financier. Ça veut dire qu'on ne limite pas qu'au domaine financier, à la porte de ce domaine-là. On entre dans le domaine financier et on cible certains éléments qui, eux, doivent être stabilisés alors que d'autres continuent d'avoir cette possibilité de s'appliquer au contrat parce qu'il y aurait une réforme. On peut par exemple stabiliser le contrat pour des impôts futurs. Tout impôt futur n'est pas dans le cadre de l'extension de l'assiette fiscale, il y a de nouveaux impôts. Des nouveaux impôts ne s'appliquent pas à ce contrat. Mais si la TVA change, le taux
naturellement, le contrat, ça rime parce que la TVA était déjà là. L'impôt sur les sociétés change. Oui, l'impôt sur les sociétés était déjà là. Et donc, il n'y a pas matière à ce que euh, cela change. Il n'y a pas matière à ce que cela ne soit pas appliqué au contrat. Donc, il y a cette flexibilité de la clause là qui doit s'appliquer. Et là, ici, je parle de la flexibilité matérielle avec la limitation de la stabilisation au seul domaine financier, au seul domaine fiscal, au seul domaine douanier, ou alors la limitation de la stabilisation dans le domaine financier en déterminant un certain type d'impôt, en déterminant simplement les impôts futurs ou nouveaux, en déterminant simplement un taux minimal pour lequel la stabilisation jouerait ou un taux maximal pour lequel la stabilisation jouerait. La TVA, quelle qu'elle soit, qui s'applique à ce contrat, est celle qui ne doit pas dépasser, je ne sais pas, 25%. On peut le faire comme cela, l'impôt sur le revenu des sociétés, par exemple, on peut le mettre peut-être à pas plus de 10%, pas plus de. Donc, il peut y avoir un plafonnement des impôts qui donne lieu à une certaine stabilisation. Il y a plusieurs modulations qui peuvent être faites. Il n'est pas question de dire, OK, le contrat est gelé à la date de signature, à sa date de signature, toute législation postérieure est réputée non écrite, ne s'y applique pas. On s'en va. C'est très grave. Et à l'arrivée, il ne faut pas pleurer. L'État est le grand frère. L'État n'est pas censé pleurer. D'où vient-il que les États africains pleurent? L'État n'est pas censé pleurer. L'opérateur est tout petit. Si vous donnez le fouet pour vous faire battre, naturellement, pourquoi pleurez-vous? C'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle en réalité la dépersonnification de l'État. Et peut-être c'est cette personnification de l'État-là qui crée ces avatars-là, ces conséquences qui font que, à l'arrivée, d'autres personnes qui reprennent l'État pleurent parce que la personnification préalable a conduit l'État vers l'abîme. L'État n'est pas censé pleurer, l'État a tous les leviers pour pouvoir défendre ses droits. Ceci dit, à côté de cette flexibilisation matérielle-là, il faut une flexibilisation temporelle, soit de façon adjointe, de façon simultanée, ou alors de façon alternative. On peut stabiliser le contrat de façon matérielle avec une limitation à certains impôts ou une limitation au domaine financier ou au domaine fiscal. Mais il faut en plus que cette limitation soit fixée dans le temps, parce que le contrat étant une amphithéose, il n'est pas question de limiter le contrat, de stabiliser le contrat pour toute sa durée. On peut le faire pour les 5 premières années, les 10 premières années, les 15 premières années, les 8 premières années, en fonction de l'étude du projet et des volumes d'extraction journaliers, de manière à pouvoir voir à quel niveau se trouve le seuil de rentabilité. C'est pour cela que les fiscalistes, les juristes fiscalistes, normalement, doivent se rapprocher des ingénieurs. Quel est le seuil de rentabilité de ce projet? Après combien d'années? Parce qu'en réalité, on va stabiliser le contrat pour certains impôts et on ne va pas surveiller les volumes d'extraction. L'opérateur, sachant qu'on a stabilisé le contrat pour les 10 premières années et dont la législation fiscale est très gentille, l'État va donc tout faire
pour commencer à extraire des volumes énormes de manière à pomper ou à sucer ou à extraire toute la ressource pendant les premières années. Et lorsque le champ est déclinant, on va commencer donc à appliquer une fiscalité, et s'entendant une fiscalité spécifique même sur les volumes, qui n'aura aucun impact. On va dire que non, nous on a un cash flow négatif, vraiment, on n'a plus rien. Alors qu'ils ont fait une analyse fiscalo-technique pour vous frapper. Et ils vous ont frappé. La seule possibilité, la seule chose qui vous reste, ce sont les pleurs. Vous pleurez pourquoi? Pourquoi l'État pleure toujours? Il faut simplement être aguerri, se former, aller faire son chemin de Damas. Surtout ceux qui personnifient l'État, ceux qui sont attachés, affectés aux charges de direction, de décision, de surveillance, de contrôle, se doivent naturellement de pouvoir se former au quotidien. C'est pas parce que je suis spécialiste du cobalt que je vais être forcément spécialiste de l'uranium. C'est pas parce que je suis spécialiste de l'or que je vais forcément être spécialiste du tungstène ou bien du manganèse ou bien je ne sais pas de quelle autre ressource. Donc, il y a des cycles pour toutes les ressources. Ces cycles-là, il faut les étudier et les dimensionner. Et le dimensionnement technique d'un projet, il y a un dimensionnement fiscal, il y a un dimensionnement juridique. C'est la compréhension technique qui va nous amener à penser les clauses. Que bon, si vraiment, pour ceux qui ont eu l'habitude d'aller souvent à la chasse, lorsqu'ils trouvent le gibier peut fuir de tous les côtés. Donc, il est question d'analyser toutes les hypothèses pour dire en réalité, bon, si on considère que l'opérateur, c'est le gibier et que peut-être j'exagère dans l'exemple et que le gibier ne doit pas fuir avec nos impôts, il faut tout dimensionner. Parce que c'est une guerre larvée à la table des négociations, comme je le disais. Une guerre larvée, ils savent très bien ce qu'ils doivent faire pour que, à l'arrivée, ils payent moins d'impôts, ils restituent moins de recettes, ils vendent plus cher et gardent tout l'argent. Donc, ils font ces analyses-là et parfois peuvent même provoquer des événements pour que les prix soient influencés. C'est un véritable marché où l'État doit pouvoir comprendre que c'est lui le dindon de la farce. Et en réalité, au sortir des accords, les officiels institutionnels doivent être toujours modestes, se dire on n'est pas sûr qu'on a le meilleur accord. Est-ce qu'on ne pourrait pas négocier mieux? Il faut ces auto-audits là de l'action étatique de manière à permettre que à chaque fois on puisse faire mieux parce qu'on ne sait véritablement pas ce qui nous attend. On peut perdre de l'argent parce que bon, il y a une guerre qui a été provoquée et qui permet de négocier les terres rares quelque part à vil prix. Elle est provoquée comme cela. On nous vante la libération des peuples et tout et tout. Donc, parfois, il y a ces paravents-là qui sont présentés qui permettent, qui conduisent malheureusement à une mise sur les ressources et qui n'est pas très logique, ce qui n'est pas toujours une bonne chose. Est-ce que tout le monde a véritablement compris la modulation matérielle et temporelle de la limitation de la stabilisation? Il faut, limiter la stabilisation de façon matérielle, limiter la stabilisation de façon temporelle. Ce n'est que là qu'on aura des clauses de stabilisation souples ou bien des clauses de stabilisation hybrides. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque la stabilisation est rigide? Le contrat n'est pas interdit de révision, sauf que la stabilisation rigide
Une fois que la modification est actée, est exposée, posée sur la table, la clause de stabilisation devient une clause d'équilibre économique. C'est-à-dire que la partie qui veut que le contrat soit réadapté supporte les coûts que vont induire cette réadaptation. Ça veut dire que oui, le prix a changé de 10 francs. Bon, moi, je perds 10 francs. Bon, si tu veux qu'on réajuste à 10 francs, tu vas me payer ce que je perds du fait de la révision. Ça veut dire que la clause d'équilibre économique n'a pas d'avantage particulier par rapport à la modulation. Parce que de toutes les façons, vous allez dédommager à hauteur de ce que l'opérateur consent à vous donner la revalorisation ou la révision du contrat. Donc, il vaut mieux se prémunir de ces situations-là, arrêter de pleurer et surtout être toujours en guerre, parce qu'il y a une guerre économique qui est toujours prégnante et dont les Africains ne sont pas encore au fait. Et il ne faut pas voir ces opérateurs généralement, parce qu'elles viennent, si elles trouvent un environnement pour eux, elles s'engouffrent naturellement. Elles ont même parfois des informations que les États n'ont pas. Elles connaissent ce qui va arriver dans 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Maître Zingwa lève la main. Allez-y. Oui, j'ai une petite question, professeur. C'est concernant le droit normatif en matière de droit minier. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent d'introduire pour chaque traitement de contrat une sorte, pour l'État, du côté de l'État, une sorte de commission d'audit avant le traitement ou après le traitement, justement, pour vérifier que les intérêts de l'État sont toujours quand même conservés? Oui, ces commissions d'audit existent. Dans les législations, hein, dans certaines législations, il y a un contrôle trimestriel, semestriel qui est fait par les parlementaires en commission sur les contrats, leur exécution. Dans le cas du contenu local, il y a des commissions, des directions, des comités de suivi, de contrôle de cette modalité-là. Sauf que le souci, c'est l'effectivité aussi de ces commissions-là. Et à cette effectivité-là. Et le souci qu'ont certains pays, c'est comment basculer d'un régime de confidentialité à un régime de transparence sans violer les contrats. Parce que les préoccupations ITE, par exemple, les normes ITE qui militent pour la transparence et la publicité des contrats, ce sont des engagements post-signature contractuelle, alors que ces contrats sont stabilisés, confidentialisés. Il y a deux clauses dangereuses. On a non seulement gelé la législation, les obligations en vigueur dans le contrat à la date de signature, mais également on les a cachées. Comment on fait, nous institutionnels, de divulguer des contrats qui ne sont pas censés l'être, sans qu'on ne soit traîné à l'arbitrage pour violation de clauses contractuelles? Donc, cette rétroactivité de la transparence peut être problématique. C'est l'un des exemples qui montre que, en termes d'effectivité, c'est compliqué. Il n'y a que la décision politique qui peut le faire. C'est-à-dire, on s'en fout, même si les dommages intéressent, on va divulguer les contrats. On va le faire. Et on peut donc appeler des acteurs à la table de négociation. On dit oui, on doit le faire, on doit divulguer. Certains acceptent, d'autres refusent. Et un autre élément qui ne permet peut-être pas cette divulgation, c'est la propriété réelle. On sait très bien que, bon, il y a des personnes politiquement exposées qui sont propriétaires d'actifs dans les sociétés extractives. Elles n'ont donc pas intérêt à ce qu'il y ait divulgation, contrôle, parce qu'on verrait que non, la société lambda, en réalité, appartient aux parlementaires qui nous envoient contrôler.
et ça plombe l'effectivité. Comment est-ce que moi, parlementaire, j'irai contrôler les choses que je vais publier dans un rapport alors que euh, les appartements que j'ai achetés à la promenade des Anglais sont issus des dividendes obtenus de cette société-là. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Les enchevêtrements entre le politique, l'économique font que il y a une effectivité relative de ces engagements. Mais en termes de formulation normative, on a parfois des meilleures lois, mais leur opérationnalité questionne résolument. Et on ne peut que voir l'État pleurer. L'État pleure. Lequel État donc? C'est la question qu'on se pose. Est-ce l'État pris avec tous ces acteurs-là qui ont des parts non négligeables dans les sociétés? Ou est-ce l'État dans un sursaut liminaire ou euh, d'orgueil? On ne sait pas. Mais toujours est-il que les États pleurent. Vraiment, les clauses, les contrats et les changements de gouvernement aussi font beaucoup pleurer les États. Parce que, bon, les nouveaux hommes forts estiment généralement que, avec raison, que les contrats sont uniques. Parce que leurs dévanciers ont pris un malin plaisir à servir un intérêt qui n'a rien de général. Et c'est n'est pas quelque chose de très bien, en tout cas. C'est pour cela que le chemin de Damas doit être fait pour que les uns et les autres sachent quel est le mal qu'ils font. Parce que généralement, ces modulations-là ou ces intérêts particuliers vont se manifester. On dit, ah, c'est juste 5 francs qu'on a retiré sur un volume, c'est 1 gramme. Ces 5 francs-là, bon, ils ne se rendent pas compte que sur 30 ans, c'est beaucoup. Je sais pas, sur les volumes sur 30 ans, c'est énorme. C'est beaucoup de, malheureusement. Est-ce qu'il y a une autre occupation? On n'a pas d'autres préoccupations. Euh, je propose que l'on se retrouve demain lorsqu'il sera midi pour clore cette discussion. Et comme cela, on aura la possibilité de revenir sur des choses qui vont faire mal parce que on verra à peu près certains contrats où des États où les grands négociateurs ont pris un malin plaisir à écrire des choses pas très correctes. Et on va terminer avec la solution qu'il faut, comment il faut le faire, qu'est-ce qu'il faut prévoir pour que les contrats soient toujours à la portée des communautés de l'État. Maître Alifa lève la main. Cher maître, vous avez la parole. Oui, bonjour, prof. Justement, c'est pour embrayer sur votre dernière phrase. Moi, j'ai été souvent assez choqué de constater dans certains contrats, nos États n'avaient même pas pris le soin de vérifier un minimum où vous avez le nom d'une simple société à laquelle l'État contractait et plus aucun autre détail, ni adresse, ni aucune autre référence possible. À tel point où, quand vous vérifiez, vous allez vous rendre souvent compte même que la société à laquelle l'État signe les contrats n'existe pas dans la réalité. Et donc, ce sont des légèretés qui souvent sont assez choquantes et qui, je ne sais pas si c'est fait volontairement ou si c'est parce que les gens n'avaient pas vraiment les compétences qu'il fallait, mais ce sont des légèretés quand même qui sont assez choquantes qu'on remarque. Maintenant, sur le Oui. dernier sujet, la question qui venait d'être posée, peut-être en termes de petites contributions, c'est peut-être relevé que dans certaines législations, effectivement, après la signature de tout contrat, il existe des mécanismes de ratification
soit par l'organe législatif ou par l'organe exécutif à un niveau plus élevé, et ce qui pourrait être considéré effectivement comme un mécanisme de vérification de la qualité des contrats signés. Voilà Oui, l'objet de ma petite intervention. Merci. oui, merci. Malheureusement, c'est le cas. Et on a encore des sociétés qui sont enregistrées aux Vierges britanniques qui exploitent dans les différents domaines miniers et pétroliers. On en a encore. Et quand on sait que ces pays-là, ces législations-là n'ont pas d'impôts sur les sociétés, c'est très compliqué. Il y a certaines sociétés qui exploitent en Afrique qui ne sont véritablement pas des sociétés minières, qui vont être des filiales de Western Union, qui est une entreprise de transfert d'envoi rapide d'argent. Donc, on admet tout et n'importe quoi, ce qui fait que cela plombe un peu le développement rapide des projets miniers parce que on reste bloqué. L'opérateur obtient les droits d'accès alors qu'il n'a même pas les capacités techniques ni financières. C'est après qu'il va spéculer, vendre le titre à la bourse. Vous allez entendre que, bon, il y a eu cession des actifs de tel au Cameroun, tel se retire du Cameroun. Il se retire du Mali ou bien de la Guinée-Conakry qu'il est arrivé d'abord quand? Qu'est-ce qu'il a fait? Et le fait qu'il se retire comme cela, il a déjà gagné, je ne sais pas, 1 milliard sur les frais de cession. Et l'État taxe ça à 10%. Donc, s'il vend le titre à 1 milliard, l'État a 10% de 1 milliard. Donc, ce sont des choses très, 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 très dommageables, malheureusement. Mais on espère qu'avec le seuil critique que nous sommes en train d'atteindre, avec la masse critique que nous sommes en train de constituer, les choses vont résolument basculer. Et même pour ceux qui accompagnent les opérateurs au niveau de la négociation, de la formalisation, sauront déjà qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parce que si moi je suis un cabinet et que je maîtrise la législation, l'opérateur ne peut pas me dire de faire ci ou ça, je le fais. Sinon, je peux me rendre coupable d'avoir, dans le cadre des activités de conseil, commis des infractions. Donc, il faut savoir être nationaliste, savoir bien faire les choses de manière à ce que à l'arrivée, vous marchiez sans que vous ne vous retourniez à chaque fois pour regarder par-delà votre épaule et que vous dormiez sans avoir quelques insomnies que ce soit, parce que vous avez été de l'autre côté de la table. Vous avez accompagné le méchant et voilà l'État qui pleure. Et quand l'État pleure, c'est vous qui dites que, OK, pourquoi est-ce que l'État n'a pas fait ci, n'a pas fait ça? Mais vous étiez là, de l'autre côté de la table. Vous avez aidé l'opérateur à flouer l'État. Donc, il y a un apprentissage juridique qui ne doit pas être ni du droit quantique, ni du DAC droit. Il faut que le droit soit utile, juste et utilisé pour des bonnes causes. C'est vrai qu'en termes de morale, pour les conseils, c'est pas souvent la chose la mieux partagée. Un travail doit être fait. Parfois, lorsqu'on est en situation de conseil, on défend plus que la cause, on les épouse même. Et c'est ce qui fait parfois très mal. Alors que peut-être qu'il faut simplement les défendre et non les épouser. S'il n'y a plus d'autres préoccupations, je propose que nous nous retrouvions demain lorsqu'il sera midi pour que nous terminions ce petit voyage et que nous sortions par une ou deux recommandations. Merci à tous pour votre aimable attention. Je suis honoré de vous retrouver demain à la même heure. Merci.
Merci, Bonjour, monsieur. professeur. Bien, merci, prof. Merci, Merci, professeur. Merci. merci, monsieur le professeur. Merci, Bonne professeur. journée à Merci, vous. prof. Bonne Merci, journée, professeur. merci. Bonne journée, merci. Merci, pareillement. Merci. Bonne fin de Journée à journée, vous. prof, Merci. et à tous. Je ne savais rien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le professeur. Merci, prof. Merci à tous. Bonsoir. Bien les maîtres. Oui, vous allez bien? C'est pour vous. Merci. Ça va bien. Merci.